Voilà, je vais continuer. Donc, je vais répondre à la question pourquoi l'homme s'est densifié et donc pourquoi il y a eu ce passage à la domestication, c'est-à-dire à la société horticole, à la sédentarisation, puis à la société agraire, qui est notre société et qui a donné naissance à la société industrielle. Donc, en fait, la réponse est dans ce bouquin de Craig Dewars. C'est un Canadien qui vit en Suède, un peu comme... qui vit un peu au même endroit où je vis. Il y a probablement des affinités pour la vie sauvage, je sais pas. Alors, il répond un peu à ce questionnement qui a agité pas mal de personnes qui, comme moi, se sont posé la question comment se fait-il qu'on ait choisi la civilisation qui a priori n'est pas une évidence, puisque la civilisation vient pour l'individu avec un cortège de problèmes, notamment la nécessité de travailler, et que si on regarde l'histoire, en fait, le soi-disant bien-être, c'est-à-dire une durée de vie qui ne soit pas ridicule, est tout à fait récent, et qu'il y a eu, je sais pas, quelque chose comme 10 000 ans de 10 000 ans de civilisation qui se sont entraînés, de 10 000 ans qui ont impliqué que des hommes ont supporté pendant 10 000 ans une condition de vie absolument déplorable si on la compare à celle des êtres, des chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui et qui ne semblent pas très pressés en général de rejoindre la civilisation, au point que si on prend les Indiens d'Amérique, ils aient fait des guerres meurtrières qui ont obligé les Américains à éradiquer le bison pour pouvoir se débarrasser des primo-habitants de ces terres non cultivées. Donc c'est bien la preuve que la civilisation n'attirait pas tant que ça à cette époque. Alors aujourd'hui, elle a des armes un peu plus développées, on y reviendra. Alors d'où vient ce mystère? Alors ça a agité des gens. Alors il y a eu des réponses un peu mystiques. Et notamment si on prend les gens qui se sont opposés au concept de civilisation, il y a une vieille réaction à la civilisation, c'est de Rousseau à d'autres, des gens qui ont considéré qu'il y avait quand même quelque chose d'assez sympathique dans l'état de nature de l'homme que l'on retrouve chez certaines peuplades, c'est-à-dire chez les chasseurs-cueilleurs qui existent, c'est bien quelque chose qui existe, c'est pas l'homme primitif n'est pas un mythe, le bon sauvage, etc. Non, il y a des bons sauvages, il y a des gens qui vivent de la chasse et de la cueillette dans les parties encore que l'agriculture n'arrive pas à exploiter, que ce soit dans les grandes contrées nordiques, il y a encore il y en a de moins en moins parce qu'on leur a apporté les motoneiges et compagnie, mais enfin bon, ils continuent à chasser, et il y en a notamment dans des déserts en Afrique, il y en a encore en Amazonie et dans certaines parties d'Asie, donc en Papouasie. Donc il existe, voilà, c'est un fait, ils existent. Et donc certains ont une approche un peu politique, voire un peu mythologique, à revers de ceux qui glorifient la civilisation. Ils ont dit voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et sans trop chercher à comprendre les causes, ils ont déclaré qu'il y a 10 000 ans, il y a eu comme un espèce de péché originel, un peu comme ce qui correspond en fait bien à la Bible. La Bible, c'est un livre très intéressant parce que ça peut être éclairé de façon quasiment historique si on regarde un peu les détails et pas rentrer dans la théologie et dans les conneries religieuses. Donc il y a eu par exemple ce qu'on appelle les primitivistes aux États-Unis. John Zerzan, c'est un auteur intéressant, mais lui, il n'a pas de réponse, c'est-à-dire qu'il reste dans la réaction face au concept de civilisation. Il dit voilà, c'est-à-dire qu'il s'inscrit en faux contre tous ceux qui glorifient la civilisation, et c'est à juste titre qu'il s'inscrit en faux, c'est-à-dire que les glorificateurs de la civilisation sont des abrutis qui n'ont jamais analysé, qui n'ont pas de recul par rapport qui ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des gens qui veulent comprendre, ce sont des abrutis qui vivent dans le politique. Aussi l'infamous Ted Kaczynski qui, lui, se posait la question, et donc beaucoup de gens qui remettent en cause la civilisation se sont posés la question. Mais il n'y avait pas de réponse vraiment
convaincant, je dirais, sur l'apparition. Et je pense que vraiment, il y a eu un peu Diamond qui a commencé à mettre en lumière l'importance de la densité de population. Il a aussi, je pense que ce qui a été neuf dans Diamond, c'est l'accent qu'il a mis dans son bouquin Guns, Germs and Steel sur le caractère criminel en fait, un peu de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, dès le départ, s'est comporté comme une grosse merde quand il est arrivé dans des espaces vierges, et ceci de façon systématique. Diamond, sa grande hypothèse, je pense, dans son bouquin, au début du bouquin, c'est que en fait, l'homme est un criminel écologique. C'est-à-dire qu'il arrive dans des espaces et il a tout détruit. Et c'était dès le départ. Et il a posé comme postulat que les grandes extinctions de mammifères sont le résultat de l'action de l'homme. Alors c'était un peu au départ, à son époque, quand elle a écrit son bouquin, je sais plus, en 80-90, c'était pas clair au niveau archéologique. Et donc c'était un postulat. Et il a été critiqué pour cela. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, son postulat, c'est plus un postulat. C'est-à-dire que de nombreux articles scientifiques, l'année dernière, j'en ai vu un paru dans Science, qui confirmait, par exemple, qu'il n'y avait pas la preuve définitive que ce fut le cas, les extinctions des grands mammifères australiens, par exemple, parce que les Australiens, par eux, on pourrait penser que ce sont des aborigènes plutôt pacifiques, sympathiques, mais et qui d'ailleurs sont restés à un état, ils n'ont pas adopté l'agriculture, etc. Donc on aurait plutôt tendance à penser qu'ils étaient plutôt qu'ils avaient agi un peu différemment. Non, pas du tout. En fait, on a démontré, l'année dernière ça a été publié dans Science, que l'extinction des grands marsupiaux qui peuplaient l'île, comme il y avait partout dans tous les écosystèmes riches, il y avait de grands animaux, de grands mammifères ou de grands marsupiaux, ils ont été exterminés par l'homme. Ils coïncident exactement avec l'arrivée de l'homme, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est la même chose, il y a de plus en plus d'indices concluants en Amérique. On trouve des grands gibiers avec des pointes de flèches, des grands massacres, etc. Et il y a eu donc un front d'extinction massive avec l'arrivée de l'homme, et on trouve la chose là, c'est complètement documenté à Madagascar, c'est beaucoup plus récent, ça correspond exactement à l'arrivée de l'homme, de grands oiseaux qui disparaissent, etc. En Nouvelle-Zélande, le moa, etc. pareil, etc., etc. Donc on peut dire, à façon quasiment certaine, que l'homme, sauf dans sa région d'origine qui est l'Afrique, parce que là les animaux ont évolué avec l'homme, donc ils se sont adaptés à ces techniques de chasse et ils ont eu le temps de s'adapter physiologiquement. Partout ailleurs, l'homme est un animal ultra destructeur, et donc c'était la thèse de Diamond. Et il a aussi, Diamond, relié un peu la démographie à l'évolution des sociétés. Et donc le postulat de Dewars, qui va beaucoup plus loin, c'est de dire qu'en fait, tout est démographie, et que l'homme est une espèce invasive, dès le départ. Et il part, en fait, son originalité, c'est de considérer l'homme et la société d'un point de vue purement écologique. C'est-à-dire, il prend l'homme comme une espèce à part entière, et il ne considère pas que l'intelligence soit quelque chose de hors nature. Et il explique en fait l'intelligence comme une nécessité de l'évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que originellement, dès le départ, l'homme est en déséquilibre avec son environnement. Dès le départ, il massacre à fond. Dès le départ, il y a une expansion démographique. Et comment ça s'explique? Ça s'explique par cette voie un peu bizarre, et ça, il faudrait approfondir, il ne le fait pas, mais ça, c'est l'objet de réflexion encore plus poussée. C'est donc que la nature a doté cette espèce d'une fonction d'innovation, qui est très particulière, qui ne se retrouve pas dans beaucoup d'espèces, peut-être certains oiseaux, mais qui n'est pas exploitée en tout cas. C'est la seule espèce à systématiquement innover, et c'est le problème. C'est le problème, c'est-à-dire que dès le départ, l'homme est en déséquilibre. Il n'a jamais été en équilibre avec son environnement. Et donc l'homme, sa tendance de base, c'est de surexploiter son environnement. Cette surexploitation se traduit immédiatement par une expansion démographique. C'est le principe malthusien de base. Tout le monde le remet en cause, mais c'est une évidence. Dès qu'il y a de la place, il y a un effet qui fait que tous les checks, c'est-à-dire les contrôles moraux, sociaux, intellectuels, tout ce qu'on veut, qui fait que on va peut-être se calmer et pas faire moins d'enfants, dès qu'on a plein d'opportunités en face, ces contrôles, ces retenues morales, etc., pas morales, mais disons tout ce qui fait qu'on peut hésiter à faire des enfants, ou qu'on n'a pas la possibilité de le faire matériellement, tombe, et donc on fait des enfants. Et donc
ce qui se passe, c'est que en fait, il y a cet accroissement perpétuel de ressources exploitables par l'homme qui se traduit en accroissement perpétuel démographique. Et donc on a un accroissement perpétuel de la démographie depuis le début. Alors il n'est pas général à 100%, il ne concerne probablement pas toutes les peuplades. D'ailleurs, certaines peuplades sont perdantes ou restent à des nombres constants, etc. Mais systématiquement, si on analyse l'espèce humaine, globalement, la tendance de fond, c'est un accroissement continuel de la population, et ce depuis le début. C'est depuis le début, avec des vagues de récession, des catastrophes, etc. Mais on constate une tendance de fond à surexploiter son environnement et à surpeupler. Alors comment on explique ça? On explique ça, c'est un principe, en fait, ce qu'il appelle un cercle vicieux. Alors on pourrait appeler ça l'effet, l'aspect vicieux d'un effet d'aubaine technologique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme se trouve confronté, quand il a une démographie assez envahissante, et il se trouve confronté à un environnement dans lequel il est obligé de s'épandre, qui lui est hostile. C'est-à-dire que ce n'est pas son environnement d'origine. Par exemple, les singes arboricoles qui se sont trouvés dans la steppe étaient dans un environnement hostile. Ils étaient obligés d'inventer de la marche. Ça, c'est une évolution physique, qui n'est pas technologique, mais ils ont été obligés d'utiliser des armes de jet pour se défendre et d'utiliser leurs mains. Donc ça a été la première, le passage, et puis ensuite le feu, etc., pour pouvoir vivre dans un environnement qui leur était physiologiquement hostile, parce qu'ils ne pouvaient pas courir vite et ils ne pouvaient pas donc fuir les prédateurs. Ensuite, ça a continué. Avec le feu, il a pu s'épandre dans les régions nordiques, et il est devenu complètement dépendant d'une technologie sur laquelle il ne s'est jamais adapté physiquement. Il n'a pas eu le temps aux conditions nordiques. N'importe qui demain qui est plongé dans le froid, si le poêle ne marche pas dans ma chambre et qui fait -16 comme ça a été quelques jours, je meurs. C'est aussi simple que ça. Je ne dure pas longtemps mais il y a des courants d'air partout, et c'est partout, et personne n'est adapté dans les pays nordiques aux conditions nordiques. Nous ne sommes pas adaptés physiologiquement. Nous n'avons pas de fourrure, nous n'hibernons pas, nous ne nous enterrons pas dans des trous. Nous ne sommes pas adaptés. Mais donc, nous nous sommes adaptés indirectement grâce à la technologie, pas par le biais de l'évolution. Et donc, nous nous sommes épandus très vite, et nous avons exploité des environnements des niches écologiques qui nous sont devenues accessibles grâce à l'innovation technique, par exemple le feu. Et quand l'homme s'est épandu dans les régions nordiques, le Néandertal, visiblement, était un peu mieux foutu que nous, puisqu'il est resté à peu près 500 000 ans ou plusieurs centaines de milliers d'années en équilibre avec son milieu, sans exterminer le mammouth, etc. Il était aussi probablement plus adapté physiquement, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation physique aux conditions nordiques, et probablement aussi une adaptation, intellectuelle, qui faisait qu'il n'a pas surexploité son environnement. Alors que nous n'étions pas du tout faits pour cet environnement-là, nous sommes arrivés, et en 30 000 ans, nous avons tout exterminé, les mammouths, les néandertaux, enfin tout ce qu'il fallait. On a quand même baisé quelques néandertaux, au passage, ce qui fait que on a 4% de gène néandertal, mais enfin le 96%, c'est le reste, et on a tout exterminé. Et c'est systématique, donc c'est ce qu'ils appellent le principe, le cercle vicieux de la population technique, c'est-à-dire que à chaque fois que l'homme a agrandi sa population, à un moment, quand il s'est trouvé dans les tropiques, il a été obligé d'aller plus au nord, de commencer à inventer des techniques pour pouvoir survivre dans des conditions nordiques, par exemple les peaux, l'utilisation de peaux, puis ensuite les aiguilles pour pouvoir coudre des fours et puis aller encore plus au nord, etc., les traîneaux, puis essayer d'aller aux États-Unis, en Amérique, avec ses chiens et ses traîneaux, avec des arcs, etc., et il a ainsi exploité des niches écologiques successives. Donc on peut passer dans les contrées nordiques. Dans les contrées nordiques, il a exterminé tous les grands mammifères qui permettaient d'avoir énormément de viande et de substanter beaucoup de monde. Il a dû se rabattre sur des niches plus petites, et par exemple, mais avec quand même avec des outils différents qui lui ont permis à nouveau et c'est ça l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que la technologie lui permet à chaque fois de dégrader son environnement de façon qui lui permette d'avoir une population accrue, mais il y a un nouveau cycle qui se met en place à chaque fois, c'est-à-dire jusqu'à maintenant en tout cas. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les mammouths, les mammouths ont été exterminés, et sur le front de progression, par exemple, c'est ce qu'on constate
en Amérique, sur les sites archéologiques, il y a eu un front de progression. Quand les hommes sont arrivés, il y avait énormément de viande, il y avait énormément d'animaux, de mégaphones, et donc c'était bombance pour tout le monde, et ça a dû procréer pas mal, et on avait une densité humaine, je crois, 4 fois supérieure sur le front qu'à l'arrière. Ensuite, évidemment, c'était la catastrophe. Il n'y avait plus de viande, donc une fois que tout a été exterminé, ça a été assez rapide, parce que les hommes sont arrivés avec des techniques qui étaient développées en Sibérie sur des gibiers beaucoup plus habitués à la présence de l'homme. Et donc, il a tout exterminé assez rapidement en Amérique, et il a fallu inventer de nouvelles armes. Mais ces nouvelles armes lui ont permis d'accéder, une fois inventées, normalement, sa population aurait dû s'effondrer, puisqu'il n'y avait plus la source qui lui avait permis de grandir. Mais avec l'invention de nouvelles armes, avec des armes de jet qui permettent d'aller beaucoup plus long, beaucoup plus rapide, il a accès à de nouvelles niches écologiques qui sont assez vastes. Et finalement, à nouveau, la population peut grandir. Et on arrive ainsi à une densité telle que, au bout de, plus tard que au Moyen-Orient, mais au bout d'un certain temps, une densité telle qu'il a dû recourir à l'agriculture. Et on peut expliquer par les densités constatées la naissance de l'agriculture dans les bassins, disons, au Mexique et au Pérou, etc. Et dans les plaines du Mississippi, etc. Donc petit à petit, et avec l'agriculture, on observe le même phénomène. On a la création d'une nouvelle technique pour exploiter l'environnement, avec l'ouverture d'une nouvelle niche, l'exploitation d'une nouvelle niche qui n'est pas destinée initialement à l'homme, et l'accroissement d'une population correspondante. Le seul problème, évidemment, c'est que chaque accroissement de population correspond non pas à un équilibre, c'est-à-dire que l'homme n'est jamais en équilibre avec son environnement, mais à une destruction supplémentaire, c'est-à-dire que l'homme a complètement déjà détruit la mégafaune, qui est au départ, c'était des espèces centrales des écosystèmes. Les écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui sont énormément dégradés par rapport aux écosystèmes initiaux. Notamment, on peut pas imaginer ce qu'ils étaient, ces écosystèmes-là. Mais ensuite, avec l'agriculture, c'est un pas supplémentaire, c'est-à-dire que l'agriculture n'est pas quelque chose en équilibre avec son environnement. L'agriculture partout où elle a été effectuée, peut-être à de très très rares exceptions près, mais c'est vraiment de l'ordre du pourcent dans tous les espaces qu'elle a occupés, et avec l'extension due à la population, l'agriculture a été une opération destructive. Si on regarde le Moyen-Orient, le croissant fertile, il est plus fertile du tout. C'est une grosse merde désertique qui a été salinisée par les irrigations successives. Enfin, il faut lire exactement l'historique de développement de l'agriculture avant l'Antiquité dans ces régions-là. Et on s'aperçoit qu'il y a une irrigation intensive qui a été faite par des canaux gigantesques, creusés probablement par des esclaves, et ces canaux ont petit à petit salinisé les terres, et aujourd'hui ce sont des déserts, il n'y pousse plus rien. Et c'est la même chose, si on constate en Grèce, etc., les terres ont été érodées. Dans la République de Platon, il en parle, Aristote en parle, les terres étaient des terres boisées, des terres avec des sols importants, et mais les Grecs l'ont déjà constaté, c'est évident pour eux, les cités trop populeuses étaient des cités qui s'appauvrissaient, avec des cités... Platon en parle dans la République, donc l'agriculture grecque a miné son patrimoine géologique, enfin son sol, et ce qui s'est passé au final, c'est que cette civilisation s'est effondrée, puis est arrivée la civilisation romaine, et l'effondrement de la civilisation romaine correspond exactement, donc la civilisation romaine n'était pas vivable, elle importait tout son grain d'Égypte, etc. Alors l'Égypte étant quand même étant un des rares endroits qui était favorable à l'agriculture dans le sens où c'était plus durable, puisqu'elle avait un apport, c'est vraiment exceptionnel, elle avait un apport important de limon qui vient de tout un plateau africain, enfin c'est complètement exceptionnel comme situation. Mais donc Rome s'approvisionnait
tas d'endroits qui se sont par contre appauvris et la production de grains s'est effondrée et l'Empire romain s'est effondré. Et aujourd'hui, toute la plaine méditerranéenne, c'est une merde. Ce sont des maquis, c'est fini, les grandes forêts. Après, si on continue vers l'ouest, on prend les plaines du Massif central, par exemple, qui était autrefois le lieu de certains. C'était peuplé d'arbres, c'était des pins, etc. Dans Lozère, dans le Lot, etc. Il y avait des grandes forêts. Ces forêts, notamment en Lozère, aujourd'hui, ce sont des espèces de maquis, ce qu'on appelle des cosses. Elles ont été complètement détruites pour faire des poteries. Ça a été les industries gallo-romaines. Ça a été complètement liquidé. Jamais ça n'a repoussé. Il n'y a plus les sols. Donc aujourd'hui, on peut y faire pas de 3 brebis et c'est tout. Ce sont des régions qui ne sont même pas valables pour l'agriculture. Etc., etc. Et comme l'explique Diamond, la seule région qui est restée un peu viable pour l'agriculture, ce sont les régions de l'ouest de l'Europe, puisqu'il y avait une bonne pluviométrie et une érosion beaucoup plus lente, ce qui fait que ce sont les grands lieux qui ont exporté l'agriculture un peu partout, ça explique le triomphe de la civilisation agricole occidentale et la naissance de la civilisation industrielle. Donc voilà. Donc voilà l'explication par un effet de population, la pression qui pousse toujours à des innovations technologiques qui sont et on peut l'expliquer ceci jusqu'à l'industrie. Alors je vais maintenant faire l'historique de la civilisation industrielle pour expliquer que ça n'a rien d'un truc génial, qu'il y a eu James Watt qui s'est réveillé un matin et Dieu lui a dit t'inventes la machine à vapeur et après on aura des trains. Et puis bientôt il y aura l'avion et ça sera super et on pourra voyager et s'amuser. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe, donc, qui était le lieu, comme je l'expliquais, le dernier lieu où l'agriculture a eu, disons, une durée de vie assez longue, puisque l'érosion est beaucoup plus lente dans ces régions humides, comme l'explique Diamond. Ensuite, l'Europe étant plus à l'ouest, elle a aussi pu s'épandre. Dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forte explosion démographique en Europe, en Espagne, etc. Et évidemment, ces gens-là ne pouvaient pas se nourrir sur place ou difficilement. Donc, comme toujours, ce qui se passe chez l'homme, c'est qu'on envoie ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça que ce que faisaient les tribus, les peuples, je crois que c'est Malthus qui en parlait, les peuples des steppes, qui avaient un environnement pauvre, eux, ils envoyaient des armées de jeunes aller piller à droite à gauche, c'était dans leur tradition. Et donc, nous, on a fait pareil. Nous, on avait des armées de jeunes désœuvrés, d'anglais, d'abord d'espagnols, et on les a envoyés s'amuser sur les mers. Et puis après, on a découvert un continent, et donc on est très, très content, parce que le surplus de population, on peut l'envoyer là-bas. Donc on s'en est pas privé. On a commencé par les Espagnols, puis les Français au Québec, en Louisiane, en Québec, puis en fait les Anglais aussi évidemment, et les Portugais, ils ont fait partout, en Afrique partout, et donc toute cette civilisation agricole qui a eu, pour un concours de circonstances, qui a pu avoir une population importante, s'est épandue partout, et a exporté son mode d'exploitation très intensif, assez destructeur. Et ainsi, il y a eu une première vague vers les États-Unis. Et la création des États-Unis, etc. Et donc, une première chose. Mais pour expliquer l'industrialisation, le phénomène de fond, c'est pas la naissance du capitalisme et la découverte des États-Unis. Ça serait plutôt ralenti, la naissance de l'industrialisation, puisque les États-Unis ont permis de fournir beaucoup de ressources et ont permis à une population européenne excédentaire de s'expatrier. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le plafond des ressources a été atteint en Europe, et fut un moment où le Royaume-Uni a continué à exploiter opportunément les forêts des États-Unis, ce qui n'était pas les États-Unis à l'époque, qui était une colonie qui permettait d'importer du bois. Et je crois que c'était un tiers des bateaux, ou même plus, de la Royal Navy qui étaient construits là-bas. Il y a beaucoup de bois qui arrivait de là-bas. Mais fut un moment où les États-Unis ont pris le large. Et là, ça a ralenti les exportations de bois. Et les forêts en Grande-Bretagne ont été il y a eu un déficit de bois énorme à cette époque.
notamment parce que c'était une agriculture qui était très intensive et qui était de plus en plus dépendante de l'acier, du fer, pour notamment les charrues, pour retourner le sol de façon de plus en plus efficace, pour avoir notamment dans les terres un peu lourdes. Et puis plein d'applications, la nécessité de vêtir de plus en plus de gens, l'industrie naissante, etc., qui avait besoin de plus en plus de matériaux, de bois et d'acier, et l'acier nécessite du charbon de bois, et donc les forêts étaient totalement dévastées. En France, c'était un peu la même situation, en moins sévère, ce qui explique une industrialisation plus tardive. Alors que s'est-il passé à cette époque? Manque de ressources, manque de ressources, population très forte, nécessité de continuer cette révolution agraire et donc de toujours employer des techniques de plus en plus intensives, des périodes plus courtes, des machines de plus en plus sophistiquées pour pouvoir exploiter l'environnement de façon plus intense. Et que s'est-il passé? Eh bien, il a fallu utiliser une autre forme d'énergie que le bois, parce que là, ça ne pouvait plus le faire. Et donc, il y a une pression démographique qui a mené à l'utilisation de l'exploitation du charbon de terre, de roche, qui était d'une forme, tout le monde le dit, inférieure. C'est-à-dire qu'au début, ça n'intéressait pas grand monde, mais comme il n'y avait plus de bois, ça devenait rentable. Et le problème du charbon de roche, c'est qu'il faut le transformer. Il est souvent sous de formes pas terribles. Donc il faut faire du coke avec. Et surtout, il y avait de l'eau dans les mines. Donc aller chercher, c'était sympa, mais on se faisait copieusement arroser. Les mines s'effondraient, etc. Donc il fallait pomper l'eau. Et c'est la naissance, tout le monde le sait, de la machine à vapeur et pour pomper l'eau, c'est tout, des mines. Donc c'était une nécessité. Donc c'est la pression démographique qui a engendré la nécessité d'inventer toutes ces machines, et c'était un pis-aller. Les gens se seraient très bien contentés, s'il n'y avait pas grand monde, de bateaux en bois, c'était très bien, très performant. Pour arriver à des bateaux en fer, il fallait des efforts substantiels et des conditions de vie très dégradées pour une masse d'ouvriers qui devaient gratter le sol et qui, évidemment, faute de mieux, gratter le sol parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. C'était un prolétariat massif qui s'est développé, une surpopulation terrible, des conditions de vie vraiment lamentables et de l'avis de beaucoup d'experts, il y a une chute de la durée de vie au début de l'industrialisation. Ça a été terrible. Ensuite, on arrive à l'effet d'aubaine, c'est-à-dire que toujours, ce qui se passe, c'est ça qui perd un peu les gens, qui pensent qui fait croire à un progrès, c'est qu'à chaque fois, effectivement, il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire que l'homme découvre une nouvelle niche, en l'occurrence le charbon, tout d'un coup, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il va à nouveau pouvoir... donc il y a au départ des difficultés, c'est-à-dire que exploiter le charbon nécessite une transition qui est douloureuse, mais une fois que cette énergie énorme est exploitée, il y a un pic, c'est-à-dire un moment où tout marche bien. Et on retrouve la même chose plus tard quand le charbon va commencer à devenir, pas disparaître, hein, mais disons, commencer à se raréfier dans pas mal de régions industrielles. Il va y avoir la nécessité d'un nouveau combustible. Mais surtout, en fait, chacun... tout le monde connaît l'histoire du pétrole, c'est que c'est la disparition des baleines en fait qui fait que on a dû recourir au pétrole, puisqu'il fallait pour toutes ces machines, tout le monde était dépendant des machines notamment pour le textile, puisqu'il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de il n'y avait plus de peau. Avant, les gens utilisaient la laine et principalement. Mais même des peaux, ce qui est quand même une façon beaucoup plus pratique. Les peaux, je ne sais pas si vous avez déjà eu des vêtements de fourrure, mais c'est quand même le top pour s'isoler. Évidemment, il n'y a plus de fourrure, c'était pour les nobles et les riches à la fin. Et donc, il a fallu utiliser pour la masse des textiles filés qui sont de qualité médiocre. Hein. Ça prend la pluie, ça prend le vent, mais bon. Et donc toutes ces machines, il fallait les graisser, et il a fallu utiliser de la graisse de baleine qui était d'une très, très bonne qualité de graisse, mais les baleines, il y en avait de moins en moins, et elles ont été quasiment exterminées. Et donc il a fallu à nouveau trouver quelque chose face à la dégradation des ressources due à la pression démographique finalement, et on a trouvé le pétrole qui était un substitut un peu inférieur, mais qui, moyennant quelques efforts, s'est révélé
faire l'affaire, hein. Et puis après, on l'a utilisé pour des raisons énergétiques comme pétrole lampant aussi, pour toujours remplacer la graisse de baleine aussi qui était servie dans l'éclairage, etc., etc. Et on arrivait à la société industrielle actuelle. Et ma foi, on a utilisé cette ressource pour faire des substituts inférieurs, mais tellement plus accessibles pour une masse, pour un grand nombre. Et donc on arrivait à la situation du pétrole avec 9 milliards d'habitants, de la bouffe synthétique, etc., etc. Donc voilà, en gros, retracer l'histoire de la civilisation vue sous cet angle démographique. C'est-à-dire c'est la dépression démographique qui crée l'innovation, qui est un pis-aller, c'est-à-dire que l'innovation trouve des substituts, c'est un bricolage à un manque, et ça n'a en rien une invention, d'ordre divin qui améliorerait notre... C'est pas l'invention d'un théorème ou quoi que ce soit, c'est la dure réalité qui nous fait un coup de pied au cul. Alors, quelle conclusion on peut tirer de ça? D'une part, que effectivement, ça confirme bien ça renforce ceux qui critiquent la civilisation, parce que la civilisation, vue sous cet angle-là, est un chemin, est un cul-de-sac. Pourquoi c'est un cul-de-sac? Parce que elle n'a fait que dégrader progressivement l'environnement, à un point tel qu'aujourd'hui, vu la globalisation et l'extension des dégâts, il n'y en a plus pour longtemps. On a plusieurs indices qui montrent que cette fois-ci, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que tant qu'on s'attaquait localement, on faisait des petits bidouillages pour augmenter la pression démographique, ça allait. Maintenant, on est arrivé à un point tel où c'est plus du tout local, c'est global. On a utilisé à peu près toutes les ressources minérales et énergétiques qu'il y avait sur Terre, les ressources accessibles. Et il y a quand même pas mal de signes qui montrent que cette fois-ci c'est foutu et qu'on ne trouvera pas de substitut au substitut. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est que malgré qu'est-ce qui a changé récemment, c'est qu'on vit un peu plus longtemps pour une moyenne, hein, parce que pour moi qui vous parle aujourd'hui, je pense pas que je vivrai aussi longtemps que mes parents, mais bon, jusqu'à maintenant, ça allait plutôt bien. Le seul problème, c'est que les gens qui considèrent ça, ils ne parlent par rapport à un pic. C'est-à-dire, ils prennent comme référence le pic. Et que dans cette théorie justement qu'il appelle VCP, Vicious Circle Principle, le principe du cercle vicieux, il y a toujours un pic. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'être humain découvre une nouvelle source d'énergie, finalement, cette nourriture, c'est de l'énergie aussi, que ce soit les mammouths, ensuite tout le petit gibier, ensuite les céréales, ensuite il découvre par la domestication, puis ensuite il découvre le charbon, puis le pétrole, il y a un pic. Et le pic correspond au moment où la ressource est finalement accessible grâce à l'effort qu'on a mis pour développer une technologie, et on a une ressource qui est conséquente et qu'on va exploiter pendant un certain temps. Et après, il y a une décroissance. Et que se passe-t-il? On constate qu'il y a effectivement un pic, et nous sommes actuellement au pic si on considère la génération qui a vécu qui a aujourd'hui atteint des âges canoniques de 80-90 ans. En fait, ces âges sont atteints parce qu'ils ont eu accès d'une part à une nourriture riche en protéines, puisque c'est à peu près cette génération qui pour la première fois a mangé pas mal de viande. Avant, on avait des nourritures pauvres en protéines, peu variées, dans ces civilisations agricoles qui ont été quand même disons historiquement marqué depuis 10 000 ans par la famine et la malnutrition. Il faut le voir, c'est caractéristique des rations de la majorité des gens dans ces civilisations, à part les nobles qui ont toujours mangé du gibier, etc. Tout le monde bouffait de la merde et très peu de viande. Il y a eu des époques de famine terribles avec très peu de viande et en fait, on arrivait à maintenir une population nombreuse, mais qui vivait peu longtemps, avec un taux de mortalité phénoménaux. Donc, récemment, il y a eu un changement grâce à l'agriculture synthétique. Il y a eu beaucoup de protéines, beaucoup d'élevage, etc., beaucoup de nourriture variée, qui n'était pas le lot commun,
qui était le lot de quelques paysans bienheureux, qui étaient dans des zones pionnières, mais pour les gens des villes, etc., jusqu'à très récemment, c'était le lot commun, c'était une nourriture de mauvaise qualité, et donc une durée de vie assez faible, et puis des conditions d'hygiène assez déplorables, une très forte promiscuité, etc. Ça a changé récemment grâce au pétrole. Le pétrole a permis de construire énormément de maisons, d'avoir des infrastructures, etc., pas cher. Il faut voir, nos parents, ils pouvaient acheter des maisons à tour de bras, le logement était pas cher, il y a eu une inflation très grande. C'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, on a passé le pic qui correspond aux 30 Glorieuses, à la fin des 30 Glorieuses. Le pic, c'est-à-dire la disponibilité de pétrole par personne, qui culmine, je crois, dans les années 60-70 à peu près. Dans les années 80, il y a déjà une décroissance du pétrole produit par tête de pipe. Donc aujourd'hui, il y a plus de pétrole produit, mais on est beaucoup plus nombreux. Donc en fait, par tête de pipe, ça a baissé déjà depuis les années 70. Et ça explique pourquoi, globalement, nous sommes déjà plus pauvres. Nous. Et ça va continuer, jusqu'à ce que ça soit insupportable. Et le problème, c'est qu'on ne trouvera pas autre chose cette fois-ci. Donc on ne trouvera pas autre chose. Et le problème de fond surtout, c'est que non seulement on ne trouvera pas autre chose, mais à chaque tour de ce cycle vicieux, population-innovation, surpopulation, c'est que on est allé plus loin dans l'appauvrissement des ressources. Aujourd'hui, nous avons beaucoup moins de bois par habitant, globalement, qu'au début de l'agriculture. Donc nous avons beaucoup moins de sols. Les sols ont été très, très largement dégradés. Nous avons beaucoup moins de poissons, nous avons beaucoup moins d'espèces de poissons, nous avons beaucoup moins d'espèces disponibles, de variétés au sein de ces espèces. Par exemple, pour les espèces de salmonidés, par exemple, chaque variété locale est importante pour avoir des populations solides. Ces populations étaient décimées. Il y a quelques variétés, souvent c'est la même qui est remise dans toutes les rivières, donc elles ne repeupleront pas de la même façon. Donc on retrouvera, une fois que le pétrole sera épuisé, un environnement, on sera face à une réalité très très dégradée. Et donc l'évidence, c'est que nous sommes, et c'est la conclusion du livre de Dewar, c'est que nous sommes face, dans quelques décennies, probablement un peu plus de 2 décennies, nous allons assister à non seulement un effondrement, mais ce qui est beaucoup plus des civilisations, ça c'est pas très grave. À la limite, si on vit chacun dans des petites localités, non, ce qu'on va vivre, c'est un effondrement de la population très très important. Lui, son estimation, je crois que s'il en restera 1% à peu près. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans une situation où il y a, avant l'utilisation massive des énergies fossiles, il y avait peu de monde sur Terre, et en fait c'est probablement pas à ce niveau-là qu'on va revenir, parce que eux ils avaient des ressources quand même plus importantes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc que ce soit, je l'ai dit, en termes de forêt, en termes de poissons, il y avait une masse de poissons à l'époque, de morues, etc., qu'il n'y aura plus. Donc il faut voir tous les descriptifs de l'époque, des fonds sous-marins, de ceux qui disaient qu'il y avait des huîtres et tout ça dans le Channel. Le Channel aujourd'hui il n'y a que de la boue, hein, c'est de la merde. Donc probablement, je reporte là un article de Monbiot dans The Guardian qui décrit justement les descriptions de l'époque des pêches miraculeuses dans la Manche. Donc voilà, donc on a plus tout ça, et donc très probablement et nous sommes excessivement dépendants. Nous sommes tous là parce qu'il y a eu du pétrole, nous sommes les enfants du pétrole, et quand le pétrole disparaîtra, nous crèverons avec. Et donc c'est un peu la conclusion misérable de cet ouvrage. Alors évidemment, on ne va pas rester sur cette conclusion. Je pense de toute façon, on va tous crever, hein, ça c'est une évidence. On est né pour mourir. Et donc, à la limite, c'est pas très grave. Par contre, je sais pas si c'est grave, mais on peut penser que ce serait bien de ne pas mourir pour rien. Donc, j'essaierai dans de prochains posts. Déjà, je vais faire un post sur le pognon, parce que je pense